cas cliniques pratiques avec Si Mohamed Khourouf, que je remercie d'avoir accepté de jouer ce rôle. Et juste pour information, ces cas cliniques sont sponsorisés par les laboratoires Merck qui vont introduire les stylos dont Rim a parlé et a dit qu'il n'y a pas. Ils seront sur le marché très très prochainement. À toi la parole, Mohamed. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous d'être là et de survivre à la journée de science. Alors, on va essayer de finir en cas clinique et je m'attends à ce que vous participez pleinement à ces cas cliniques, donc n'hésitez pas à répondre spontanément. Alors, on commence par un premier cas. Alors, c'est une dame et un monsieur qui cherchent à avoir des enfants depuis maintenant 5 ans et la dame, elle a 36 ans. C'est une dysovulation, donc attestée par des cycles qui font entre 40 et 45 jours, avec un BMI à 35, sans signe d'hyperandrogénie, ni clinique, ni biologique. Une hystérographie a montré une trempe droite normale et une obstruction à gauche distale. Et l'échographie a montré un compte des follicules à 28. L'AMH est à 4,2, le bilan métabolique est normal. Et monsieur est diabétique, mais il a un spermogramme normal et pas de problème a priori. Alors, donc évidemment, je pense que le diagnostic, vous l'avez tous. C'est un syndrome des ovaires polykystiques. D'ailleurs, en 2023, donc cette année, donc il y a un nouveau consensus pour le diagnostic. Avant, on se suffisait de dire deux critères sur 3, c'est-à-dire la dysovulation, l'hyperandrogénie et l'aspect échographique. Et maintenant, c'est un algorithme que vous devez suivre. C'est-à-dire que si la première étape, c'est cycle irrégulier et plus signe clinique d'hyperandrogénie. Sinon, étape 2, est-ce qu'il y a si pas d'hyperandrogénie clinique, vous devez chercher l'hyperandrogénie biologique. Sinon, s'il y a seulement l'irrégularité des cycles ou l'hyperandrogénie, c'est là où vous allez vous aider de l'aspect échographique. Et autre nouveauté de 2023 quand même, c'est que l'AMH enfin fait son entrée dans le diagnostic des ovaires polykystiques puisque l'échographie pourrait être remplacée en cas d'indisponibilité ou de difficulté par l'AMH, pas chez les adolescentes, chez qui l'AMH est interprétée différemment, mais qui peut aider au diagnostic. Donc voilà quand même des petites différences en 2023 concernant les OPK et leur diagnostic. Alors la STGO avait émis des recommandations aussi, et elle avait bien spécifié que quand il y avait une indication autre à la célioscopie en cas de dysovulation, on était autorisé quand même à faire un drilling, qui n'est normalement réservé qu'en traitement de deuxième ligne pour les patientes chez qui on n'a pas réussi à induire une ovulation avec les traitements de première ligne. Alors cette patiente, on a bien suivi les recommandations, on lui a fait faire du sport, on a essayé de la faire maigrir, rappelant ici que c'est pas facile de faire maigrir les SOPK et que c'est surtout par l'activité physique qui est le meilleur traitement de l'insulinorésistance qu'il faut éduquer nos patientes et que le régime sera là pour être plus un régime équilibré et rentrer dans l'hygiène de vie de la patiente. Elle a bien suivi ça, elle a continué malheureusement à avoir des cycles irréguliers. Donc ça n'a pas suffi, ces actions, pour lui rendre son ovulation. Alors, puisqu'il y avait une autre indication, cette trempe obstruée, on s'est permis d'aller au drilling. Donc on s'est permis parce que le drilling en 2023 reste quand même maintenant un peu l'exception. Hein. Donc, ceci dit, on a normalisé ces cycles pendant 6 mois et vous savez que ça s'estompe un peu. Donc, on est reparti en cycle irrégulier. On s'est décidé de faire des inductions associées à des inséminations selon le choix de la patiente. Alors, on a utilisé le citrate de clomifène, qui est l'un des médicaments utilisés en première intention, qui a été malheureusement mal supporté par la patiente avec des céphalées, et on a switché vers les gonadotrophines. Alors, il faut dire qu'en 2023 aussi, les recommandations internationales, ce n'est pas les recommandations de l'ECHRE seulement, c'est un consensus international entre plusieurs sociétés, on dit que les gonadotrophines sont supérieures au citrate de clomifène en termes de naissance vivante, ça c'est vrai, et qu'on pourrait commencer par des petites doses au départ, tant qu'on ne connaît pas la dose qui fait induire le développement folliculaire chez cette patiente.
Alors, on a fait commencer, pardon, avec la dose de 75, un jour sur deux. À l'époque, on n'avait pas le stylo. Maintenant, on l'a. Hein. Donc, on avait dit tout à l'heure qu'il était encore en voie. Maintenant, on a le stylo, on va le voir. Et on n'a pas réussi à induire une réponse. Alors, qu'est-ce que c'est une réponse est-ce que c'est la survenue de grossesse ou pas? Comment on qualifie une réponse à l'inducteur de l'ovulation? Quelle est la définition que vous retenez? Vous l'appelez, elle répond, c'est comment? C'est faire une écho après, par exemple, 6 jours de traitement et avoir un follicule qui émerge. Quelle est la taille à peu près pour dire qu'un follicule a émergé? Entre 13 et 14. Voilà. Alors, on s'est dit, on va forcer un peu la dose et on va utiliser la dose de 75 par jour. Donc 75, donc c'est une ampoule dans la formule classique. Et que pensez-vous du résultat sur cette fiche? On fait comment? On continue ou on arrête? On continue, bien sûr. Pourquoi ça n'a pas répondu? Probablement qu'on était chez cette patiente au-dessous du seuil requis pour induire un développement folliculaire. Donc, on va continuer, mais on ne va pas continuer avec la même dose. Sinon, on ne va pas espérer un résultat différent. Oui, bien sûr, c'est interactif. Il faut. Pourquoi? Pourquoi? Quel est le temps rationnel? Je dirais le mien. Le rationnel, c'est que je m'attends, j'ai peur que la patiente parte en hyperstimulation. Alors, on n'a pas besoin de recruter, on a besoin de mettre le... exact. Ici, chez une OPK, que tu commences à J2, J4 ou J6, elle est en dysovulation, c'est la même chose. Cette patiente, elle fait des cycles de 45 jours. Elle fait des cycles de 45 jours. Donc J2 ou J4, c'est la même chose pour elle. D'ailleurs, si tu la vois, si tu fais ces dosages hormonaux à J2, J4, tu vas trouver la même chose. Rien ne change. C'est le substratum même. Je raisonne encore plus. Supposons que vous partez à 75, J2, et vous vous retrouvez avec des 12, 13, plusieurs ovaires gauche. Là, vous êtes vraiment dans d'excellentes conditions. On n'est pas dans d'excellentes conditions, on n'a rien recruté ici. Rien. Ouais, mais on va voir ton cas. On va voir ton cas. Non, il ne faut pas que tu aies peur. Et qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Je serai là pour te rassurer. Dosage de Stradiol, c'est une bonne question. Alors, en insémination, ça n'a pas d'intérêt. Dire que quel serait l'intérêt ici? Alors, l'hyperstime en insémination, si vous respectez ces doses comme ça peut arriver une hyper-réponse, pas une hyperstimulation, pas le syndrome d'hyperstimulation, une hyper-réponse, ça peut arriver. Mais vous allez le voir en échographie. Si vous avez que le seul follicule qui a peut-être à peu près émergé, il fait 9 mm. Donc on sait qu'on est en situation, donc on peut économiser un peu l'argent à nos patientes. Alors on a augmenté à 1 ampoule et demie. À l'époque, on n'avait pas le stylo. Nous l'avons le stylo maintenant. C'est sponsorisé. Donc, ceci dit, c'est 10 mm. Alors, le chronique low dose, son principe, c'est quoi, à mon avis? C'est un titrage de la dose nécessaire à la patiente par petits paliers pour ne pas se retrouver en hyper-réponse. Voilà. Mais ici, on a fait 6 jours à 75 et aucune réponse. Le step-up low dose, d'abord, moi je pense chronique low dose, je pense que c'est un protocole inhumain d'abord. Deuxièmement, dans un pays où les gonadotrophines sont remboursées, 3 tentatives, quel que soit ce que vous utilisez, je pense qu'on ne peut pas se permettre de faire ça. Troisièmement, c'est des paliers de 7 jours. Voilà. Et ici, on a augmenté les doses à 1 ampoule et demie et 10, toujours pas de réponse. Donc je pense qu'ici, on n'est pas bon. On aurait pu, selon le chronique low dose, continuer. Nous, on a préféré s'arrêter ici. Et se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on fasse quelque chose. Pourtant, notre patiente, elle a maigri, elle a fait tout ce qu'elle a pu, elle a fait son sport, etc. On a fait un forage. Bon. Vous avez eu ce problème avec la patiente? Après toutes les
dose, vous arrivez. Elle s'est peut-être retrouvée chez toi, c'est toi qui as fait cette fiche-là. Bon, alors, ici, on essaie encore, elle insiste, et c'est vrai, mais c'est une vraie question. Et je pense que les cas cliniques, moi, c'est aussi pour discuter la vraie vie. C'est vrai que ces patientes, quand elles paient autant pour une tentative d'insémination, certaines en ont marre, surtout quand c'est difficile de les stimuler, parce que tous les cas ne sont pas comme ça. Hein. La majorité des cas, vous avez la bonne dose dès le départ. Mais quand c'est des choses comme ça, parfois elles vous disent, mais faites-moi la FIV, au moins on va recueillir les ovocytes et puis on s'en sortir. Alors ici, on insiste pour l'insémination. Et on met un jour 75, encore un artifice quand on n'avait pas le stylo, hein, donc de mettre un jour 2 ampoules, un jour 1 ampoule. Et vous voyez que là, tu as raison. Donc la réponse exagérée ici. Alors c'était trop tard ici pour décroître les doses parce qu'on a essayé de passer à 1 ampoule seulement. Mais vous voyez qu'on a 16, 17, 16, 16, 15. Donc le risque ici, c'est quoi? Ce n'est pas l'hyperstime ici, parce que l'hyperstime, c'est à partir de 15 follicules. C'est la grossesse multiple, bien entendu. Vous savez que des triplés, c'est par dans la moitié des cas, ils vont se retrouver en unité de soins intensifs. Donc, c'est quelque chose que je vois parfois dans les infos. Les gens sont très heureux d'avoir des triplés, des quadruplés. Bien entendu, c'est une catastrophe. Bon. Donc, on a suivi les recommandations internationales qui disent que l'objectif, c'est max 2 follicules faisant plus que 14 mm. Donc, vous voyez qu'on est bien embêté. Qu'est-ce qui se passe avec les OPK? Moi, c'est comme ça que je schématise un peu les choses. C'est une patiente qui est normo-répandeuse, pas OPK-like. Disons que le seuil de déclenchement de l'induction de l'ovulation pour passer de 1, 2 à 3, il est assez large. Chez la majorité des patientes, quand vous mettez 75 ou 112, vous avez toujours les 2 à 3 follicules. C'est la marge thérapeutique, elle est large. Alors que chez les SOPK, souvent, un coup, ça ne répand pas, et très vite, on passe à l'hyperréponse. Et c'est ce qui fait la difficulté de ces patientes OPK, parce qu'on a du mal à trouver cette bonne dose pour chaque patiente qui va induire juste 2 follicules, pas plus, et pas de réponse. C'est des fausses mauvaises répondeuses. Au début, on a l'impression. Exactement. Et elles ne sont pas toutes pareilles. C'est-à-dire que le seuil est différent d'une patiente à une autre, et c'est toute la difficulté. Et dans ce cadre-là, le PEN peut être utile parce qu'on peut ajuster les doses à 25 unités. Ici, on a mis 100 unités par jour. On n'a pas de réponse encore. On est passé à 125. Elle est bizarre, cette patiente. Ah, elle n'est pas bizarre. C'est les vraies patientes. Voilà, c'est une vraie patiente. Je vais dire après qu'est-ce que j'ai juste changé dans le cas pour l'aspect pédagogique, mais c'est une vraie patiente. 125 unités, et c'est à 125 qu'on a 13 et 14, et rien que 13 et 14. Donc là, on peut garder la même dose, parce qu'on a, ça y est, on a recruté nos follicules, et on est passé à 19-17. Je pense que vous êtes tous d'accord pour déclencher ici. Malheureusement, pas enceinte. Alors, sur la dernière insémination, qu'est-ce que vous mettrez comme dose de départ? On va faire une dernière insémination. Ici, elle n'est pas enceinte. Sur une dernière insémination, quelle dose de départ vous allez choisir? Exactement, c'est 125. Pas besoin de refaire tout le tralala. On sait que cette patiente, sa dose pour déclencher le développement folliculaire de 1 à inférieur strictement à 3, c'est 125. Donc sa dose sera 125. Et quand on a fait les 125, on a réussi dès le premier coup à avoir la bonne dose. Et c'est sur cette tentative qu'elle est enceinte. Voilà. Elle a été patiente, cette patiente. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce premier cas. Oui, je vous en prie. Pourquoi on a déclenché par la CG? Alors, le déclenchement par décapeptyle s'adresse aux patientes qui ont eu une hyper-réponse, c'est-à-dire plus que 15 follicules. Ah, ici, c'est 20 mm, pas 20 follicules. Hein.
Ah oui, oui, je le dis bien, le déclenchement par agoniste, c'est pour éviter l'hyperstimulation ovarienne, le syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Et le déclenchement par agoniste n'a d'intérêt que quand il y a un risque réel de syndrome d'hyperstimulation. Le risque réel commence à apparaître à partir de 15 follicules en croissance supérieure à 15 mm. Donc ici, on a 2 follicules seulement. Si, supposons, on aurait fait l'écho à J11, on aurait eu un 18, Oui, un 16, oui. on aurait déclenché à J11, on aurait gagné une ampoule, on aurait... Pas une ampoule, 125 unités. Oui. 125 unités. Il faut changer les réflexes maintenant. Vous l'auriez fait ou pas? Alors, c'est une bonne question encore une fois, parce que les seuils de déclenchement pour les inductions et les inséminations sont un peu différents de la fécondation in vitro. Et qu'on a, selon certaines études, plus intérêt à aller vers ce qui est naturel, c'est-à-dire vous savez que l'ovulation, naturellement, elle n'a pas lieu à 17 mm. C'est souvent à 20, 21. À aller plus vers les 20, 18 plutôt que... voilà. OK. Pardon? Ah, le changement, c'est que ces inductions de l'ovulation n'étaient pas faites pour une insémination, elles étaient faites pour un transfert d'embryon congelé. Et pour l'histoire, on a transféré un seul embryon, grossesse gémellaire, elle est tombée enceinte et de l'embryon transféré et de l'embryon formé naturellement lors de cette énième induction. Voilà. Bien sûr, pour faire ça, c'est une collègue. Bien. Allez, deuxième cas clinique. C'est le dernier, hein, donc parce que là, il se fait tard. Là, on passe, c'est sérieux, c'est en anglais. Donc, on passe en fécondation in vitro. Là, on n'est plus en induction. Alors là, c'est une patiente qui cherche à être enceinte depuis 2019. Jamais eu de grossesse, BMI à 27, des cycles de 32 jours, pas d'hyperandrogénie, hystérosalpingographie normale, profil hormonal montre une AMH à 5 quand même, avec des cycles réguliers, compte des follicules normales, mais il y a un endométrium isolé de 3 cm sur l'ovaire gauche. OK. Des follicules OPK. OPK, elle n'a ni dysovulation, ni hyperandrogénie. Donc, selon l'algorithme que j'ai présenté tout à l'heure, elle est PCOM, c'est-à-dire qu'elle a la morphologie PCOS, la morphologie PCO. Et encore une fois, moi, je trouve que c'est une remarque sur laquelle il faut beaucoup insister. On voit beaucoup de patientes qui, dans les ovaires, ont le délit de sale gueule, c'est-à-dire qu'on voit qu'elles ont des ovaires multifolliculaires et on leur dit etc., etc. Tant qu'elle est ovulante, elle a la même fertilité naturelle que les autres patientes. Et ça, c'est prouvé. Et les patientes, à contrario, qui ont des AMH basses, mais qui ont des cycles tout à fait réguliers, ont la même fertilité naturelle que les femmes qui ont des AMH normales. Donc ça, c'est des marqueurs du potentiel d'une stimulation et indirect de la réserve ovarienne, mais ce n'est pas des marqueurs de la fertilité naturelle. Alors, cette patiente est venue... Allez-y, allez-y. Parce qu'elle a des cycles réguliers, donc même si l'AMH était 5,8, même si l'AXC est 21 super avant, Ouais. je me suis dit, ok, je ne vais pas faire de précautions particulières pour ma stimulation. Ah non, si c'est une FIV, c'est des marqueurs, j'ai dit, pas de la... C'est pas des marqueurs de la fertilité naturelle, mais c'est des marqueurs du potentiel d'une stimulation. Donc, évidemment, du risque d'une hyper-réponse. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Alors, monsieur, il a une oligo-tératoasténospermie. Et la patiente est venue, elle était sous pilule, en continu, schéma continu, pour ses algies et pour son endométriose. OK. Voici une fiche de stimulation. Je pense que vous seriez d'accord, vu l'AMH, de la mettre seulement sur 150 unités. On est tous d'accord. Et protocole antagoniste, on est tous d'accord. Qui ne serait pas d'accord? Protocole antagoniste, 150 unités. Elle a une AMH à 5, elle est jeune, donc on évite les hyperstimes ainsi. Malheureusement, petite surprise au premier monitorage. D'abord, le recrutement n'est pas en adéquation avec à quoi on s'attendait. Tu avais peur de l'hyperstime, toi. Hein? Donc 74 d'ostradiol, 3 follicules, 10 et des petits
une LH à 1.1, donc, alors, réflexe de celui qui a mené la stimulation, c'est d'augmenter la dose de FSH. Et c'est logique, on essaie de sauver un peu la situation. On sait que ce n'est jamais pareil que quand on a bien démarré dès le départ, mais on essaie de sauver la situation. Pardon? Ah, il aurait fallu parce que ici, on remarque aussi que le stradiol est bas et que qu'en ajoutant de la LH, on va augmenter les androgènes et en augmentant les androgènes, l'aromatisation, on va augmenter les oestradiols. C'est vrai, ça n'a pas été fait. 222, 13, 11, 10, 12, 10, on se dit elle est jeune, même si on a quelques follicules, c'est pas grave. LH à 0,9 avant même l'introduction de l'antagoniste. Ça, quand même, ça doit nous faire réfléchir. On sait qu'on appelle hypogonadisme hypogonadotrope des femmes qui ont des LH inférieurs à 1.1. Et on arrive à 19, 18, 17, 17, 16. On déclenche l'ovulation. On fait un double déclenchement parce qu'on se dit peut-être qu'il va falloir sauver cette situation. Mais est-ce qu'un double déclenchement a un intérêt ? On a peur que l'ovitrel seul ne marche pas, donc on ajoute du DK. Mais c'est pas très, ça n'a pas de rationnel. Chez une patiente qui a déjà une LH effondrée de base, elle a très peu de chances de répondre au décapeptile. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que quand on a des choses comme ça, il faut revenir aux indicateurs. Quand on analyse des fiches de stimulation, il faut faire comme ceux qui font de la qualité. Il faut avoir des KPI, des indicateurs, et voir où est-ce que nous en sommes dans nos indicateurs. 3 mois. Voilà. Donc, vous avez au départ les follicules en trop, vous faites la stimulation, vous avez des follicules recrutés, vous faites le pick-up, vous avez des ovocytes. Et au labo, on va vous dire comment ils sont matures. Et ça, les indicateurs que je vais mettre ici vont refléter votre travail. Mais pas que votre travail, aussi le profil de la patiente. Par exemple, un des indicateurs proposés, c'est le Follicle to Oocyte Index. Lui, il traduit le potentiel de follicules en trop jusqu'à ovocytes. Normalement, il devrait être supérieur à 50. Autrement dit, si j'ai 25 follicules en trop, je devrais avoir plus que 10 ovocytes à la fin. Mais à mon sens, moi, je trouve qu'il n'est pas très précis. Je préfère les indicateurs qui sont scindés. Par exemple, le FORT, moi, j'aime bien parce que c'est un indicateur qui reflète uniquement la réponse à la stimulation. C'est les follicules qui font plus que 16 mm sur les follicules de base. Une patiente qui a 3 follicules en fin de stimulation, mais qui avait 3 follicules au départ, c'est une mauvaise répondeuse? Pas du tout. C'est une excellente répondeuse, mais elle a une réserve ovarienne de base diminuée. Voilà. Et puis par la suite, ça va traduire dans quoi? Est-ce que vous avez bien choisi la dose ou pas? D'abord. Et puis deuxièmement, la réponse de la stimulation. Est-ce que ces récepteurs vont être performants? Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème? C'est la stimulation type. Alors que le taux de recueil, c'est-à-dire le nombre d'ovocytes recueillis sur le nombre de follicules. Lui, il traduit votre qualité de déclenchement et de ponction. Pourquoi la qualité de déclenchement? Parce que si vous avez mal déclenché ou que ça n'a pas été bien pris, les ovocytes ne vont pas se détacher dans le liquide folliculaire et vous allez ponctionner des follicules qui sont vides. Ou bien que la ponction a été très difficile et que vous avez raté certains follicules. Donc ça traduit. Et donc quand on analyse un cas d'échec ou un cas qui n'a pas bien marché, il faut aller regarder. Parce que les actions correctives qui vont suivre vont découler de ça. Si c'est ma stime qui n'a pas bien marché, c'est-à-dire le fort il est bas, je vais d'abord regarder l'histoire de la dose. Je vais me dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème de réponse ovarienne qui peut être iatrogène, comme dans notre cas, on va le voir, ou génétique, bon ça à la limite. Et si c'est un problème plus de recueil, c'est-à-dire que la patiente avait beaucoup de follicules à la fin, un bon oestradiol, mais peu d'ovocytes à la fin, c'est que c'était peut-être un problème de déclenchement, je vais peut-être agir par un double déclenchement, ou c'était peut-être la technique de ponction, peut-être qu'elle est compliquée, je dois me faire aider. Et puis, il faut aller regarder le taux de maturité, qui aussi traduit la qualité du déclenchement et de votre monitorage. Si vous déclenchez trop tôt, vous allez avoir des taux de maturité qui sont bas. Et c'est comme ça qu'on peut analyser les cas d'échec et les patientes qui viennent avec des dossiers. C'est très important de leur demander
leur historique, et c'est très important que nous, entre collègues, on donne les informations aux patientes, parce que peut-être qu'elles vont voir un autre collègue, et c'est ainsi qu'elles vont aller, pour pas que chacun commence à bâtir à partir du néant. Les patientes vont changer, ça, on le sait, mais qu'elles puissent, elles, avancer dans leur circuit et ne pas tout refaire dès le départ. Alors, revenons à notre patiente. Donc, si on applique le FORT, on a 5 follicules sur 21, donc on a fait du 23%, on n'a pas été bon. C'est peut-être pas de notre faute, parce que c'est une patiente naïve. Naïve, ce n'est pas elle qui est naïve, mais naïve à la stimulation. Elle n'a jamais été stimulée. On ne pouvait pas le savoir, autrement dit. C'est frustrant qu'en 2023, on ne puisse pas encore savoir. En oncologie, ils font des tests d'immunohistochimie, d'immunologie, et ils peuvent vous dire cette tumeur, elle est sensible à ça, ça et ça et ça. Nous, on tâtonne encore en 2023. Mais quand on regarde ces résultats au labo, bon, il y a eu 5 matures, donc le taux de maturité n'était pas mal. On a eu 2 blastos, mais vous voyez qu'il y en a un qui est à la traîne, c'est-à-dire qui est en début de cavitation, et l'autre, il est 3 bébés, donc la qualité n'est pas top. Et c'est probablement un problème qui provient de cette stimulation qui est, entre guillemets, un peu foireuse. Elle a eu une grossesse biochimique à la fin. Oui, oui, oui. Mais toi, tu es un grand garçon, tu vas attendre un tout petit peu. D'accord ? Ok, alors, donc, dans ce cas-là, donc, si on analyse un FORT qui est bas, donc on n'a pas bien fait la stimulation, le pick-up, le taux de récupération, il est normal, donc le pick-up est bon. Au laboratoire, ils ont fait avec ce qu'on leur a donné. Ceci dit, c'est bien d'aller voir la fragmentation de l'ADN spermatique pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui sont responsables de ces blastocystes qui sont longs, mais très probablement nous faisons face à ce qu'on appelle une patiente du groupe 1 de Poséidon. C'est-à-dire une patiente jeune, chez qui on s'attendait à une razzia d'ovocytes, et on a appliqué, comme on a dit le protocole dans les guidelines, 150 unités, etc., antagonistes, et on a été déçus d'avoir peu d'ovocytes. Alors, quelles sont les causes de cette faible réponse et non pas faible réserve? C'est différent. Faible réserve, c'était Dr Benhamid tout à l'heure. La faible réponse. Bien sûr, c'est un taux de LH résiduel. Vous savez qu'on a besoin de LH résiduel. Et cette patiente, peut-être que dans ce cas bien précis, comme tu l'as dit, et comme Dr Bibi aussi l'a suspecté, cette prise de pilule pendant 3 mois pour son endométriose, elle a asséché l'hypophyse en vésicule en LH. Et donc, elle n'avait plus de poule basale de LH durant sa stimulation. Mais il y a d'autres causes. L'âge maternel avancé, les polymorphismes, ça c'est plus rare. Et puis il y a des patientes qui aussi surréagissent à nos médicaments bloqueurs, comme l'agoniste ou l'antagoniste aussi. Et puis il y a des causes plus rares, comme les polymorphismes des récepteurs. Ça, on peut toujours les doser, même si ça n'a pas montré son intérêt en routine. Mais on les suspecte quand on a tout arrangé, mais que quand même la patiente répond mal, alors qu'on s'attendait qu'elle réponde bien. Mais dans notre cas, c'est purement iatrogène. Purement iatrogène parce que ce pool de LH, on en a besoin. Au début, on n'a que des récepteurs à la FSH. Par la suite, il y a une hétérodimérisation des récepteurs. C'est bien la preuve que la LH, ce n'est pas que l'hormone de l'ovulation, c'est une hormone qui participe pleinement, au moins en milieu de phase folliculaire, à la maturité de l'ovocyte, pour au final n'avoir que des récepteurs à la LH au final. Donc, la LH, il ne faut pas négliger son rôle. Probablement que toutes les patientes n'en ont pas besoin parce qu'une bonne partie vont avoir un pool basal suffisant totalement pour assurer ce rôle-là, mais certaines, de manière iatrogène ou génétique, vont avoir besoin d'un coup de pouce en LH. Donc c'est vrai, nous, on n'essaye pas d'éteindre la LH complètement avec nos médicaments, mais on a besoin juste d'une petite lumière de LH. L'endométriose, figurez-vous qu'on se dit de plus en plus que les endométriomes et les endométrioses sévères sont aussi une cause d'une hyporéponse. Je ne sais pas si vous, dans votre pratique, vous voyez ça, mais quand on a des pelvis très remaniés, même avec des réserves ovariennes normales, on a tendance à voir que les patientes répondent
un peu moins bien, et des études commencent à sortir dans ce sens. Voilà, donc, comment gérer ça? Ceux qui ont géré les Poséidons disent que augmenter la FSH et ajouter de la LH rétablit le pronostic des Poséidons 1 et 2 pour qu'ils soient similaires aux non-Poséidons. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas se dire dogme AMH à 4 ou à 5, je n'augmente pas les doses. On a essayé la dose à 150, ça ne marche pas. Il faut passer à des doses supérieures en FSH et dans ce cas précis, ajouter de la LH. Autre solution, dans ce cas qui est purement iatrogène, c'est de se dire, eh bien, madame, vous allez décaler de 1 mois ou 2 encore, sans pilule, sans rien du tout. On va doser la LH de base et voir comment ça se passe. Ça peut résoudre. Difficile d'avoir le courage de ne pas mettre la LH quand même, parce que si on rate le coche une deuxième fois, comme tu dis, les patientes vont voir Dr Chanoufi, c'est pas bien. Non? C'est pas bien pour moi, c'est bien pour toi. Bon, allez, donc, notre patiente, on a un peu forcé sur les doses. Pourquoi? Je vais vous dire. Cette patiente avec son endométriose, on s'est dit que nous allions en stratégie de freeze-all, quel que soit dès le départ. Donc le freeze-all ici était dès le départ indiqué l'objectif. Donc, en s'affranchissant de cette contrainte d'augmenter ou diminuer les doses, on pouvait se permettre de mettre une forte dose en se disant que de toutes les façons, on allait déclencher par agoniste. Et là, c'est une bonne indication au déclenchement par agoniste. D'accord? Donc, FSH à 300, LH à 150, bonne réponse ovarienne. Oui? Oui? Oui, l'HMG apporte une activité LH qui n'est pas de la LH à proprement dit. Maintenant, sur les études in vitro, il y a aussi des différences entre HMG et LH, notamment sur les facteurs d'apoptose et de croissance. En situation clinique, il peut y avoir des différences en nombre d'ovocytes en faveur de la LH recombinante. Il peut y avoir des différences sur le plan biologique en faveur de l'HMG. Mais si on ne dispose pas de la LH recombinante, oui. Allez, face à cette situation, je vous laisse méditer. Nous sommes le samedi et nous avons 2185 d'ostradiol, 2 de LH, 16, 2 x 15, 2 x 14, 13, 16, 6 x 15, 14. Un jour et tu déclenches, voilà, un jour et tu recontrôles. Rappelez-vous, nous avons décidé avec la patiente de faire du freeze-all. Je suis d'accord avec vous. Puisque c'est du freeze-all. Allez, 2 jours. Samedi, dimanche, lundi, voici le contrôle. 6140, 20, 4 x 17, 16, 15, 19, 18, 3 x 17. On est bon là. Mais pas pour un déclenchement par ACG. Hein? Hein? Oui, mais quand on déclenche par agoniste, par décapeptide, il y a 0 risque d'hyperstimulation. 0. Allez, dans la littérature, il doit y avoir 50 cas d'hyperstime. Bon, au pire, vous publiez un poster ou un article. Bon, non, mais c'est des cas très rares. Donc, ici, vous êtes d'accord que l'ACG est interdite. Nous sommes le lundi, on va déclencher. Quel est le risque? Non, c'est la ponction de le moule, puisque mercredi le moule. Très bien, vous avez des biologistes gentils, vous. Bien, plus sérieusement, ici, on peut déclencher. Alors, 2 ampoules d'agonistes. 11 sur 22, donc on a un fort à 52, donc on est bien là. Alors, voici la biologie, 16 ovocytes, 9 matures, 5 blastos, on a fait un freeze-all. Tous les blastos ne sont pas top, mais il y en a un qui est éclos et transfert sur un cycle, blocage de 3 mois, cycle artificiel, et c'est bon. Tu ne donnes pas du Dostinex, non?
Non, avec l'agoniste, franchement, il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. La seule chose que je donnerais renforcée, les endométriosiques, elles ont plus de douleur en post-ponction que les patientes qui n'ont pas d'endométriose. Donc, hein? Et je donne de l'AINS pour ces femmes-là. Pas d'antibiotiques. Non, pas d'antibiotiques. Par contre, Dr Braham va dire flash antibiotique. Pas d'antibiotiques. Flash. Demain, on ne va pas, comment on dit, déflorer ton sujet, mais demain, il va parler de la ponction et des cas particuliers aussi, mais disons que dans ces cas-là, flash antibiotique et bétadine dans le vagin, exceptionnellement. Et puis s'il y a un problème d'infection, on adresse au centre, non? Voilà, très bien. Voilà, donc en conclusion, ces patientes du groupe 1, Poséidon, c'est celles où vous êtes déçus parce qu'elles ont toute la bonne réserve et finalement vous ne l'exploitez pas. Donc, comme chez les patientes naïves, on ne dispose pas de marqueurs pour savoir dès le départ si c'est une répondeuse suboptimale ou pas, il faut se baser jusqu'à ce qu'on invente un marqueur sur l'historique des patientes. Je vous invite à toujours consulter l'historique des patientes si elles ont déjà eu des ponctions. Si elles sont naïves, on va appliquer les protocoles classiques et analyser la situation. Dans les cas d'une réponse suboptimale, utiliser une plus forte dose d'FSH et ajouter de la LH vont être utiles pour le prochain cycle. Et je vous remercie.